Les négociations se poursuivent entre représentants des plateformes VTC et les chauffeurs. Au ministère des Transports, Noé Gandillot suit cette négociation. Il nous appellera évidemment s'il y a du nouveau, si les délégations sortent. En attendant, nous accueillons sur le plateau Sergine Dupuis. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Observatoire de l'ubérisation. Avant d'aborder le dossier, on va tenter de faire la différence entre les différentes formes de transport qui s'offrent aux personnes cherchant à se déplacer. Exemple à Paris avec Samira El Gadir. Un trajet, 3 modes de transport. Bonjour monsieur. Premier parcours en caméra cachée dans un taxi. En dehors de la soirée foot à la radio, imposée mais pas trop forte. Le service est correct mais perfectible. De l'eau? Ouais. Non, je sais pas. Ah monsieur, vous n'êtes pas dans un Uber, hein monsieur? Ah oui, chez Uber justement, en plus de l'eau, le chauffeur propose un chargeur pour notre téléphone. Changement d'ambiance chez Hitch, l'application destinée aux jeunes noctambules de 20h à 6h du matin. Ça t'a assez de place? Ouais. Tutoiement de rigueur. Ici, le passager n'est pas vraiment client et voyage dans la voiture personnelle du chauffeur. La force de Hitch, c'est le prix. Pour ce trajet de 4,5 km, il nous en coûte 9 €. Plaçons-nous maintenant à la place du conducteur. Quel est le meilleur statut pour ces chauffeurs? Pour les taxis, qu'ils soient salariés ou artisans, il n'y a pas photo, leur licence leur donne un cadre et un réseau de clients. Une licence qui les endette souvent sur plusieurs années, mais qu'importe, la plupart affirment être les mieux payés du secteur. Chez chauffeurs privés, on dénonce les cadences infernales. Avec un résultat à l'année à 12 000 € en travaillant 13 heures par jour, je vais être salarié, c'est mieux. Les chauffeurs de VTC sont 22 000 en France. La plupart sont indépendants. L'avantage, c'est qu'il est facile d'exercer. Le gros inconvénient, c'est la commission qui peut aller jusqu'à 25% sur chaque course. Si les clients ont plus de choix, tous ces modes de transport cherchent encore leur cadre réglementaire. Bien, voilà pour la conclusion, mais tout le dossier est là. On cherche le cadre. Peut-on et doit-on encadrer cette ubérisation, comme l'on dit ? Quand on parle de cadre juridique, des lois, de ce que pourrait faire le gouvernement. Alors autant je pense que, et là c'est assez personnel, mais je pense que effectivement les lois doivent permettre de sécuriser ces populations, les populations d'indépendants qui sont relativement peu couvertes. La loi se doit d'accompagner les mouvements et de faire en sorte que les choses soient justes, notamment socialement, parce que c'est là où est le problème. En revanche, elle n'est pas là, et les gouvernements non plus d'ailleurs, pour freiner le progrès et pour refuser d'accompagner ce monde en mouvement perpétuel, cette énorme évolution qu'on est en train de conduire aujourd'hui. Ça, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, on ne peut pas arrêter ce mouvement, mais le tout, c'est que ça se passe au mieux et donc qu'il faille l'encadrer. Déjà, sur le principe de l'encadrer, parce que certains disent non, faut pousser le libéralisme jusqu'au bout et laisser faire. D'après vous, il faut quand même l'encadrer. Chaque pays doit l'encadrer. Je suis vraiment pour l'ultra-libéralisation des énergies positives et sur le fait qu'il nous faut accompagner cette manne d'opportunités formidables. Néanmoins, effectivement, la loi doit cadrer socialement. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, l'Observatoire de l'ubérisation travaille main dans la main avec le cabinet de Mme El Khomri pour pouvoir faire en sorte de sortir des lois justes qui fassent que les plateformes, dites collaboratives, soient socialement responsables. Parce que c'est vrai que c'est important, on ne peut pas compter sur cette somme de travailleurs indépendants et quelque part s'en servir pour offrir des expériences clients qui soient meilleures, tout en ne concourant pas au fait qu'il soit de plus en plus protégé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un travailleur indépendant, quand il va poser sa candidature pour être locataire, il va avoir très peu de chances d'y arriver. Il sera probablement refusé contre une candidature plus sécurisée que représenterait celle d'un fonctionnaire ou d'un rentier ou d'un CDI. Et qu'est-ce qu'on vous répond au ministère quand vous faites ces demandes? Est-ce qu'il y a des textes en préparation ou même si la majorité pourrait changer au mois de juin prochain? Tout à fait. C'est un des problèmes d'ailleurs, c'est que tout cela est relativement instable. Donc on sait assez peu de quoi sera fait le lendemain. Néanmoins, il y a quand même des gens qui y travaillent et ils ne vont pas tous changer au moment du changement présidentiel. Et ils travaillent notamment sur la loi travail, dont l'article 60, qui prévoit la responsabilité sociale des plateformes collaboratives. Donc oui, on travaille bien ensemble et ils sont particulièrement à la fois à l'écoute et beaucoup plus soucieux de cela que je ne pensais. Et la responsabilité sociale, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que là, beaucoup ont un statut d'auto-entrepreneur.
Hein. Alors certains s'en plaignent maintenant, au début trouvaient ça assez génial, et puis au fil des mois ça s'est un peu effiloché. Qu'est-ce que ça veut dire responsabilité sociale? Donc ça s'adresse à ces gens-là, ces auto-entrepreneurs qui Tout à fait. Il s'agit bien de la population des auto-entrepreneurs qui certes doivent gérer leur business en toute autonomie, en toute indépendance. Néanmoins, on doit créer pour eux un cadre qui leur soit favorable, parce que c'est difficile pour un auto-entrepreneur de tout à coup aller chercher de nouveaux clients. Et il faut faire en sorte qu'ils aient un minimum, c'est-à-dire qu'en cas de maladie professionnelle, d'accident du travail, au moment de la réalisation de leur mission, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux assurances, il faut qu'ils soient un peu protégés, il faut qu'ils puissent avoir un accès à la formation professionnelle. Enfin, toutes ces choses-là sont faites non pas pour leur donner l'équivalence d'un confort CDI ou salariat classique, bien que, mais au moins pour leur assurer un contexte favorable. Alors, ça c'est quand on rentre dans les cas particuliers, mais qui sont essentiels. On va regarder d'un point de vue davantage macroéconomique, comme l'on dit, c'est-à-dire un peu plus global. C'est une étude qu'on trouve d'ailleurs sur le site de l'Observatoire de l'ubérisation, qui émane du Consulting Group, donc quelque chose de très sérieux, mais qui a été faite quand même, il faut le préciser, à la demande d'Uber. Donc, on s'aperçoit que c'est l'Île-de-France qui rassemble la majorité de ces VTC, 90%, 20 000 emplois ont été créés. Et là, c'est un chiffre assez étonnant. Ça participe pour 2% au PIB de la région Île-de-France, au PIB francilien. Et puis, quand on tourne la page, on s'aperçoit aussi qu'il y a eu un effet sur les taxis. On le voit, moins 15% de trafic pour les taxis depuis 2013. Comment on arrive à réguler tout cela ? Déjà, le premier constat, c'est que la progression nette est favorable. Ensuite, que certains perdent leur emploi ou trouvent moins de débouchés à leurs propositions versus d'autres qui offrent quelque chose qui est probablement plus attractif pour les clients. Eh bien, c'est un phénomène naturel de concurrence et de rencontre entre l'offre et la demande. Faut-il réguler? Encore une fois, faut-il empêcher les VT6 de progresser? Vous savez, je prends le taxi et Uber un peu comme tout le monde et je trouve ça formidable de discuter avec ces gens-là qui ont un job, se disent être patrons, sont hyper contents finalement d'avoir une nouvelle raison pour se lever le matin, d'être fiers d'eux. Et de travailler aussi 16 heures par jour. Oui, enfin, ils peuvent aussi travailler 14 heures. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez raison, beaucoup d'entre eux travaillent beaucoup. Mais n'est-ce pas 1000 fois mieux que de ne pas travailler du tout ou d'attendre le chômage? Mais ils disent pour 3,64 € de l'heure. J'ai l'impression que certains ont l'air d'être, dans ce cas-là, mieux logés que d'autres, parce que à chaque fois, et je m'oblige à poser cette question, à chaque fois je leur pose la question, ils disent ok, de toute façon, bien sûr, il faut travailler beaucoup, bien sûr, ce ne sont pas toujours des conditions favorables, mais j'ai un boulot, je me regarde dans la glace, je suis fière de moi, le matin quand je me réveille, je dis ça à mes enfants. C'est l'éternel problème. Est-ce que vaut mieux qu'un pays compte des chômeurs ou bien des travailleurs pauvres? Alors, c'est pas forcément. C'est un peu comme ça que. Mais... Non, mais moi je pose la question. Je pense que pour l'économie du pays et pour le pouvoir d'achat des gens concernés, en tout cas, c'est forcément plus constructif. La question de fond, c'est quand même, est-ce que l'on vit mieux dans une société régie par des plateformes collaboratives, comme on les appelle? On va peut-être revoir le terme d'ailleurs un jour. J'espère. Mais écoutez, j'ai tendance à penser qu'on vit mieux dans une société qui accompagne encore une fois des changements qui sont des rouleaux compresseurs inarrêtables. Et en l'occurrence, les plateformes collaboratives, c'est la somme d'une énorme révolution numérique formidable et qui n'en a pas fini. Et puis d'un changement de comportement, de mentalité, des gens qui ont peut-être ce rapport au lien de subordination qui est légèrement différent. Donc oui, une société qui accompagne ce changement est une société, je pense, meilleure et plus constructive. Néanmoins, il n'y a pas que ça. Je pense qu'on ne peut pas dire tout noir ou tout blanc. Il est évident que ce sont deux formats complémentaires qui pourraient, de manière pérenne, coexister. Et qu'on peut améliorer. Parce qu'il y a quelque chose de frappant, par exemple, ce matin, c'est qu'à cette réunion, les représentants d'Uber ne sont pas là. Uber France, parce qu'évidemment, les autres, ils sont en Californie. Donc là, on dématérialise tout à tel point qu'il n'y a même plus d'interlocuteur. Mais il n'y a pas forcément toujours des interlocuteurs à ce niveau-là, mais il y en a aussi rarement de l'autre côté. C'est-à-dire que pour une plateforme dite collaborative, c'est pas non plus facile de trouver des représentants qui soient autres que des groupuscules un peu énervés. Il est temps aussi que tout cela s'organise, pas nécessairement sous le mode traditionnel du syndicat, mais que de nouvelles fédérations voient le jour et puissent effectivement discuter sereinement avec les plateformes collaboratives. On a besoin de ces interlocuteurs pour progresser aussi.
Bon, c'est un peu la difficulté, c'est que des fois, on n'a pas grand monde en face de nous. Mais bon, C'est merci d'être venu, oui, dans les deux sens d'ailleurs. Merci Sergine Dupuis d'être venue nous voir, membre du conseil d'administration de l'Observatoire de l'ubérisation dans quelques instants. Rappel de titre sur LCI.